chiffres de l'inflation sont tombés aux États-Unis, sont plutôt bons. Quel serait l'impact sur Bitcoin? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Également, on fera un point sur Ethereum. Il y a vraiment des choses très intéressantes sur les ETF et également au niveau des liquidations. On va parler de ça aujourd'hui. Alors, pour venir sur les chiffres de l'inflation qui sont tombés aux États-Unis, 3% d'inflation contre 3,1% attendu. Donc, des résultats qui sont bons, meilleurs que prévu. L'inflation monte un petit peu, mais moins que ce que le marché pensait. Et du coup, c'est ce qui fait que, au niveau des probabilités de baisse des taux, on a encore augmenté un petit peu les probabilités de baisser les taux pour le 28 janvier 2026. Je rappelle que le marché s'attend à une baisse de taux le 29 octobre 2025, une deuxième baisse des taux le 10 décembre 2025 et une troisième baisse des taux le 28 janvier 2026. Et c'est vraiment ce qu'il faut regarder, c'est ce qui va permettre de booster la liquidité éventuellement et c'est ce que les assets à risque aiment bien. Par exemple, ici, on peut voir que le Nasdaq hier a très bien apprécié les chiffres de l'inflation. Et on voit que Bitcoin est un petit peu à la traîne. Alors ici, le marché futures est fermé, donc on va aller sur le marché spot et on peut voir que du côté du marché spot, ici sur Bitcoin, on continue notre petit mouvement et donc je pense que le prix va essayer d'aller chercher le plus haut de mardi, donc le plus haut de la semaine actuelle et je pense également que notre objectif reste le sommet de la semaine passée, donc le sommet ici du 13 octobre 2025 pour venir chercher les stops au-dessus de ce sommet et venir travailler le morceau de fair value gap qu'il reste ici, qu'on peut voir entre les 116 000 $ et les 119 500 $. Pourquoi ça? Parce qu'on peut voir ici sur Hyperliquide, les liquidations sont transparentes, ce sont de vraies liquidations ici que je vous montre et on peut voir que des liquidations acheteuses, il n'y en a pas énormément. Alors ici, il y a une petite liquidation autour des 108 300, mais surtout, on voit qu'au-dessus du sommet dont je vous parle, le sommet hebdomadaire, on peut voir que ici, on a un gros cluster de liquidation et à mon avis, le prix est attiré pour aller liquider ces gens-là. Alors à mon avis, ce sera que de la liquidation dans un premier temps puisqu'on peut voir du côté des ETF qu'on a très peu de demandes. Hier sur les ETF, on a eu seulement 99 millions d'inflows, ce qui prouve que les investisseurs ne sont pas intéressés par le Bitcoin en ce moment. Et du côté d'Ethereum, on peut voir qu'on a eu des outflows, donc l'argent est sorti des ETF avec ici une sortie nette de 93 millions de $. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré de bons chiffres inflationnistes, on peut voir que les investisseurs s'intéressent toujours plus aux indices américains qu'au marché crypto, qu'à Bitcoin, qu'à Ethereum. Et donc, c'est ce qui fait qu'on a toujours plus de flux sur les indices américains. Et du coup, quand on regarde les ETF, on comprend pourquoi. Parce que tout simplement, il y a très peu de demandes pour le moment, il y a très peu d'argent qui rentre. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros événement cette semaine. Il y a potentiellement un accord entre les États-Unis et la Chine qui va tomber. Et cet accord va permettre justement, potentiellement, de permettre au marché de juger du risque inflationniste de cet accord. Est-ce que les tarifs vont être très élevés? Est-ce qu'ils vont être bas? S'ils sont bas, c'est bon pour l'inflation. S'ils sont élevés, c'est bon pour les recettes des États-Unis, mais ça va augmenter l'inflation très probablement. Et si l'inflation augmente trop, la Fed ne pourra pas baisser les taux suffisamment. Et donc ça pourrait reculer la fin du QT. Également, le marché est en train de potentiellement, alors c'est ce que JP Morgan nous dit cette semaine, JP Morgan nous dit que la Fed, au prochain FOMC, donc du mercredi 29 octobre, la Fed va annoncer la fin du QT. Alors je pense que c'est trop tôt personnellement parce que Jérôme Powell en a parlé il y a quelques jours, il a dit que ce serait dans plusieurs mois, que la Fed songe à l'arrêter dans plusieurs mois. Donc je pense que c'est encore un peu tôt. Donc on a JP Morgan qui essaye un petit peu de rassurer les marchés. Bon, moi j'ai mémoire quand même que quand JP Morgan essaye de rassurer les marchés, c'est que les marchés sont souvent un peu surélevés. Mais pour l'instant, la dynamique va très bien du côté des indices américains et c'est ce qui permet au Bitcoin de bien suivre. Et pour entrer un peu plus précisément techniquement dans ce qui se passe sur BTC, on peut voir qu'on est en train justement d'essayer de casser notre dernier fair value gap baissier ici. Il y en aura un petit encore autour des 112 200 $. Mais bon, pour moi, on semble bien parti pour aller s'occuper des zones de stop qu'on a laissées au-dessus de nous, c'est-à-dire les 113 940 $ et les 115 912 $, puisque on peut voir qu'on est toujours dans ce flux ici, c'est-à-dire que on a chassé le plus bas de lundi et depuis on est dans un mouvement qui est haussier avec la cassure de cette bougie baissière, la formation d'un fair value gap, ce qui vient donc ici valider la formation d'un order block et donc c'est ce qui permettrait potentiellement de mettre de la pression sur ces prises de stop ici aux 113 900 $ et les 115 850 $. J'ai pas plus de choses à dire sur Bitcoin, je pense qu'on peut aller chercher notre zone de fair value gap en journalier et une fois qu'on aura atteint cette zone de fair value gap, il faudra faire extrêmement attention puisqu'on pourrait être dans le scénario suivant, consolidation, manipulation, expansion. Et donc si on fait ça, malheureusement ce serait signal baissier pour faire une continuation
baissière. Je rappelle également qu'on est dans notre triangle comme ceci et que la cassure de ce triangle va nous en apprendre énormément. Si jamais on casse le triangle au nord et qu'on réintègre, ça valide la consolidation, manipulation, expansion. Si jamais on casse à la baisse et qu'on réintègre, ce serait plutôt bullish. Et aussi le scénario où ça casse et on pull back, ça c'est un scénario à prendre en compte. Personnellement, et ce n'est que mon avis, je pense qu'on a énormément de chances de se faire rejeter dans cette zone de prix. Maintenant, on verra bien si le marché y va ou pas. Pour venir sur Ethereum, c'est exactement la même chose, ça consolide comme le Bitcoin. On peut voir qu'on est en train d'accumuler les zones de stop, on laisse les plus bas intacts et on laisse les sommets intacts. Donc il y a des chances justement d'avoir un short squeeze ou un long squeeze à un moment, un gros mouvement volatile, en fait la cassure de cette contraction. Et du coup, il faut regarder où sont les stops. Et donc vous notez vos extrémités de prix, donc ici 3700$, ici 4100$, vous notez les sommets, vous notez les plus bas et ça vous donne les zones de stop à aller chercher. De toute façon, Ethereum suivra Bitcoin. De mon point de vue, si Bitcoin va chercher son sommet weekly, Ethereum fera quasiment la même chose. Je rappelle que si vous êtes investisseur, vous cassez pas la tête. Tant que les 38,2% de retracement sur Fibonacci sont maintenus, il n'y a pas de raison de paniquer pour un investisseur. C'est-à-dire que théoriquement, il y a toujours des chances de faire de la continuation haussière et de faire un nouveau sommet. Par contre, si jamais on est amené à casser 38,2% de retracement, il y aura énormément de chances de revenir dans la zone de rechargement entre les 2700$ et les 2100$. Et c'est ici que les investisseurs professionnels se repositionneront pour avoir de meilleurs prix. Dans tous les cas, ça sera une bonne opportunité. Là, on essaye juste de comprendre comment va réagir le prix à la cassure de cette contraction. Parce que très souvent, le marché fait un faux mouvement avant d'initier le vrai mouvement. Ça, c'est hyper important de le comprendre. Par exemple, on a noté sur Bitcoin le faux mouvement ici qui a été formé au début du trimestre avec un push haussier ici qui est venu récupérer les stops du sommet, donc de l'ATH, et puis on peut voir qu'on s'est fait rejeter. Donc ça a été un faux mouvement afin d'initier le vrai mouvement. Il y a très souvent ce genre de pattern sur le marché qui se répète avec une consolidation, une prise de stop et ensuite la vraie direction. Donc c'est pour ça que pour moi, il est hyper important de voir le marché va décider d'aller chercher quel camp en premier. Si on décide d'aller chercher les vendeurs, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est directement négatif, mais il faut faire attention parce que si le marché se fait rejeter, ça voudrait dire potentiellement que le vrai mouvement est baissier. Si le marché décide de d'abord aller purger les stops au sud et qu'il réagit bien ensuite, ça voudrait dire qu'il a d'abord décidé de sortir les acheteurs pour faire un mouvement haussier. Et à ce moment-là, nos objectifs, ils sont clairs, c'est l'ATH, littéralement. Donc c'est pour ça que j'attends avec vous la résolution de ce triangle et je pense qu'on attend surtout des news vis-à-vis déjà du FOMC de mercredi quand Jérôme Powell va prendre la parole, mais surtout de l'accord entre les États-Unis et la Chine parce que ça va changer énormément de choses vis-à-vis de l'inflation, potentiellement des baisses de taux, etc. Et c'est ce qu'attend le marché. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner, mettre un petit commentaire. Merci beaucoup.